Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, les stations-service ouvertes en Guyane puis fermées dans le courant de la journée. Le résultat d'une communication désastreuse et nous ferons le point dans un instant. L'université scrutée à la loupe par une mission sénatoriale. Les différents acteurs des trois pôles ont été auditionnés. Nous entendrons les parlementaires dans ce journal. Et puis c'est ce soir que nous entrons dans l'année du cheval. Nous irons donc au siège de l'association Fakiao Conso à Cayenne à suivre les pratifs. Les stations-service étaient donc ouvertes pour la plupart ce matin. Elles ont ensuite fermé, faute de carburant. Les gérants de stations-service en Guyane ont donc décidé de ne pas suivre le mot d'ordre de l'intersyndicale, une décision qu'ils ont prise 24 heures après les déclarations de Patrick Collet, le président anti-Guyane. Aujourd'hui, c'était donc un peu à n'y rien comprendre, comme l'illustre ce reportage de Thierry Stampfler et Casey Weishop. Quelques minutes d'attente à peine dans certaines stations. Les gens qui ont patienté jusqu'à 2 ou 3 heures pour faire le plein ces dernières 48 heures ne vont pas en croire leurs yeux. La situation était en effet très confuse ce matin. Histoire de se dédouaner aux yeux du public, les gérants n'ont pas voulu fermer, comme annoncé, tant qu'il leur restait du carburant. Résultat, certaines stations ne délivraient plus d'essence car elles étaient à sec. D'autres stations avaient de quoi tenir quelques heures, voire jusqu'à ce soir, pour celles qui disposent des plus grandes cuves. Ce matin, en revanche, la Sara n'avait livré apparemment personne. Les stations vont donc fermer les unes après les autres. Dans ce jeu de dupes, ce sont donc bien les pétroliers qui exercent le chantage envers le public et le gouvernement, avec une certaine ambiguïté dans l'attitude de l'intersyndicale anti-Guyane des gérants. En tout cas, pour les consommateurs, ce dossier semble bien opaque et quand on demande aux gens qui est responsable du chaos actuel, les réponses sont extrêmement diverses. Aucune idée. Je n'ai pas vraiment regardé dans le détail. Moi, je ne sais pas vraiment qui est responsable derrière ça. Mais s'ils pouvaient prendre le gaz ou l'essence au Suriname, on n'aurait pas eu ce problème-là. Qui est responsable de la situation à votre? Le gouvernement actuel, voilà. C'est tout. Pas les pétroliers. Non, pétroliers, non. C'est inacceptable de baisser le salaire des gens pour baisser le coût du carburant. C'est quand même... Non. Entre la SARA et les gérants, je vois pas très bien, mais je crois qu'il y a une histoire de gros sous derrière, comme d'habitude. Ce sont les pétroliers, là. C'est lui qui n'a pas voulu descendre le prix. Parce qu'ils sont trop chers. Réserves américaines sont donc remplies en prévision d'un bras de fer dont l'issue semble encore incertaine. Voilà, les gérants de stations-service sont en ce moment même en assemblée générale. Nous attendons l'issue de cette réunion pour connaître enfin la position de la Guyane. Pour l'heure, les stations restent fermées et en tout état de cause, elles n'ont pas été réapprovisionnées par les pétroliers. Et puis une dernière chose, donc il faut savoir que les Antilles ont respecté le mot d'ordre de l'intersyndicale. Les rideaux sont restés baissés toute la journée, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique. Alors pour tenter d'y voir un peu plus clair ce soir, et bien que nous ne sachions toujours pas si le mouvement va durer et quelle sera la position des gérants en Guyane, Sidi Bepalud nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Claire. Alors le mouvement est complètement décousu avec ce changement de cap de Sylvie Désert, 24 heures après les annonces faites par l'intersyndicale. On a le sentiment que la Guyane cherche un peu sa place. Pour quelle raison ? Eh bien Claire, la stratégie est floue, elle est secouée par une évidence. Faisons un parallèle ambitieux. L'émergence d'une université de plein exercice a fait déborder même une évidence douloureuse. Dans le regroupement anti-Guyane, notre département a toujours été l'enfant pauvre, l'enfant abandonné, celui qui récolte les miettes. Le constat pourrait être le même pour ce mouvement de protestation des gérants de stations-service. Démonstration avec ce premier élément, c'est le prix des carburants. Ces prix vont s'afficher. La Guyane, 1,66 pour le samplon, 1,54 pour le gasoil, la Guadeloupe 1,50 et la Martinique 1,45. Donc si le décret Lurel est appliqué et que la baisse est confirmée, il est fort à parier que le département ne sera pas plus avantagé que cela. À ce titre, Patrick Collet, le représentant de la profession pour les DOM, ne parle jamais d'un alignement des prix pour la Guyane. Les gérants, de par leur contrat, ça s'appelle des contrats location-gérance, sont dépendants en position même de soumission face aux pétroliers.
Pourquoi les pouvoirs publics ne mettent pas leur nez dans ces contrats qui n'existent pratiquement pas dans l'Hexagone? Les gérants là-bas sont propriétaires de leurs stations. Alors vous venez de le dire, hein, la Guyane paye tout de même le carburant le plus cher parmi les 3 départements, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Malgré ça, c'est la voix que l'on entend le moins. Tout simplement parce que cela pourrait remettre en cause toute la politique de la SARA, Claire, voire même sa présence sur notre territoire. Et la Guyane est une vache à lait et certains se servent à foison. Victorin Lurègue le rappelait, le loyer que paye la Guyane est 3 fois supérieur à celui de la Martinique et la Guadeloupe réunis. S'ajoute aussi la controverse des stocks stratégiques. C'est la réserve de carburant pour 73 jours qui permet d'assurer l'approvisionnement prioritaire en cas de pénurie. La SARA facture 73 jours alors qu'en réalité il n'en est rien. Le problème de la Guyane, Claire, ce ne sont pas les gérants de stations-service. C'est la SARA. La solution est une autre voie d'approvisionnement. Et si la Guyane s'approvisionne ailleurs, ce sont les Antilles qui seront impactées économiquement par la baisse de régime de la SARA. Vous voyez bien, Claire, que cela arrange tout le monde, que les gérants de stations-service continuent à être des suiveurs passifs et que le cas de la Guyane soit fondu dans une masse de revendications très compliquées. Intérêt aussi pour les pétroliers, car ce sont eux qui mènent la danse au final. Les cuves sont vides, la SARA se frotte les mains, les actionnaires ont les poches pleines. Regardez les bénéfices annuels, 33 millions d'euros par an. Et la redistribution est conséquente. 98% donc de ce chiffre est redistribué en dividendes aux 3 actionnaires que vous allez voir. Total 50%, Exxon 17%. Et Ruby, 33%. Alors pourquoi changer, Claire? Pourquoi changer un système qui enrichit toujours les mêmes? Il est normal donc de se poser aussi la question sur le rôle de l'État dans cette affaire. Il a créé et organisé ce monopole, ce quasi-monopole de la SARA. Selon un rapport de l'Assemblée nationale présenté à l'époque par Joël Prévost-Madère, malgré les demandes répétées, l'État n'a jamais fait la demande à l'Union européenne pour que le département puisse avoir la dérogation qui lui aurait permis d'avoir du carburant venant du Venezuela. Il ne serait pas aux normes européennes, alors que l'État l'a accordé à Saint-Martin. L'État a donc tout fait pour maintenir à flot la SARA. En 2015, la production de raffinerie Stasoli à Paramaribo va passer de 8 000 barils à 15 000 barils. Elle pourra donc fournir la Guyane aux normes européennes. Reste à savoir si l'État sera prêt à lâcher la SARA, à réduire la SARA et les actionnaires au profit des consommateurs de Guyane. Merci beaucoup Sidibé Palud pour cette analyse approfondie et puis on le remarque bien que les responsabilités sont partagées. Merci encore. Alors on parlait il y a un instant des Antilles donc qui ont suivi à la lettre donc le mot d'ordre de l'intersyndicale. Nous allons justement nous rendre tout de suite en Guadeloupe où les rideaux sont restés baissés toute la journée. Voyez le reportage de Laetitia Broulet et de Guillaume Desmal. Des stations désertes. Comme annoncé, les gérants ont entamé leur grève illimitée de distribution d'essence. Aux pompes, plus une goutte du précieux liquide. Un mouvement bien suivi, à 1 ou 2 exceptions près. Voici la seule station ouverte dans les environs de Pointe-à-Pitre. Hantés par le spectre d'une paralysie de l'activité économique, les automobilistes sont prêts à sacrifier un peu de leur temps pour remplir leur réservoir. Toujours les petits qui payent, les grands qui veulent garder leur profit. Merci quand même à cette station d'avoir ouvert. Voilà, la population en a ras-le-bol, j'en ai ras-le-bol, mais bon, voilà. J'ai été informée que la station était ouverte, donc je suis passée faire du carburant, puisque j'en avais pas beaucoup. Et comme il n'y a pas grand monde, donc voilà. Si vous n'aviez pas eu d'essence, comment vous auriez fait? Ben, on aurait fait ça. Hein. On n'a pas été travailler, et puis on aurait fait ça. On se serait organisé. On n'a pas le choix, on est pris en otage, donc on n'a pas le choix. La gérante de cette station-service ne fait pas partie de l'intersyndicale. Alors ici, c'est un peu l'oasis dans le désert pétrolier. On est là pour un service. Tant qu'on peut le faire pour nos clients, on le fera. Patienter, subir et espérer, c'est le lot des automobilistes à chaque grève. Pourvu que la traversée du désert ne soit pas trop longue, penseront certains. D'alerter par ce communiqué de presse
pour que le gouvernement ne cède pas à cette pression des pétroliers, hein, parce que bon, dans le problème de la vie chère dans tous les outre-mer, nous suivons le gouvernement dans toutes les dispositions qui ont été prises jusqu'à maintenant. Et là, nous sommes également dans une espèce de conflit entre le gouvernement et les compagnies pétrolières. L'objectif final, on le sait très bien, c'est de faire en sorte que le prix du carburant soit fixé avec toute la transparence et qu'on arrive à connaître les baisses nécessaires que l'on doit attendre sur le carburant. Et quand on sait que la Sahara et ses compagnies pétrolières gagnent chaque année des dizaines de millions dans une période aussi difficile pour tous les administrés, on ne peut accepter cela. Et sur l'ensemble des parlementaires guyanais, seul Jean-Étienne Antoinette n'est pas signataire de ce communiqué. Nous lui avons donc demandé pourquoi ce midi. On écoute sa réponse au micro de Nickerson Perdius. Sans aucune hésitation, bien sûr que je suis solidaire par rapport à ce communiqué. Je crois qu'il faut fermement condamner l'attitude des pétroliers, qui prennent en otage le contexte économique, enfin, la situation économique de la Guyane, et qui créent un désordre économique, qui créent une instabilité économique, alors que ce sont des pétroliers, il faut le rappeler au grand public quand même, qui font plus de 40 millions de bénéfices au niveau de l'océan Indien, 33 millions de bénéfices au niveau des Antilles et de la Guyane. Et par conséquent, on ne peut pas poursuivre dans ce modèle économique. Il faut rompre ce modèle économique. Donc dès lors, effectivement, je soutiens les parlementaires. Nous soutenons fermement ce décret Lurel. Autre réaction politique, le PSG, le Parti socialiste guyanais, qui appelait dès ce matin le syndicat des gérants de stations-service à rejeter cette grève qui lèse tous les Guyanais. Et puis le MDES, le mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale, rappelle qu'il s'agit pour les élus d'obtenir dans les plus brefs délais une dérogation aux normes européennes afin de s'approvisionner dans notre environnement géographique. Avant de refermer cette page consacrée au carburant, la station-service de Mana a été visitée dans la nuit de mardi à mercredi. Près de 2000 litres d'essence ont été dérobés. Le montant du préjudice s'élève à 3 500 €. Tout de suite, la réaction de Jean-Maurice Marc-Lorraine, gérant de station à Mana, au micro d'Éric Léon. Suite au jaugeage, on a pu voir qu'il y avait plus de 2300 litres de carburant qui avaient été volés. On a pu constater des traces à l'arrière du bâtiment, donc c'est confirmé, c'est bien ça. La station reste un lieu sensible de toutes les façons, on s'y attendait entre guillemets. Voilà quoi, c'est une perte franche pour la société. Je devrais voir avec le président de la CCOG pour qu'une mesure exceptionnelle soit prise, qu'on mette des vigiles en permanence, en attendant que d'autres dispositions sont prises. Bon, je ne veux pas lier cet événement au problème du carburant, hein, parce que bon, venir et partir avec plus de 2000 litres, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus organisé. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette grève, et je précise que nous attendons toujours l'issue de l'Assemblée générale des gérants de stations-service qui se déroule en ce moment. Dans l'actualité également, une mission sénatoriale s'intéresse en ce moment à l'université. Nous vous en parlions hier. Un groupe de parlementaires dresse un état des lieux de la situation au lendemain de la crise qui a secoué les trois pôles. Les parlementaires sont arrivés en Guyane hier matin après avoir auditionné un certain nombre d'acteurs en Martinique et en Guadeloupe. Explication, Nickerson Perdius, Abel Parnasse. Hier, la mission sénatoriale a enchaîné les auditions. Les différents acteurs de la communauté universitaire ont été consultés. Après Anne Corval, l'intersyndicale et le collectif des étudiants, la délégation sénatoriale s'est entretenue avec le directeur de l'IUT de Kourou, la responsable administrative du PUG, Alain Tchenliong, le président du conseil général, ainsi que Rodolphe Alexandre, président de région, et le recteur d'académie, Denis Roland. Nos auditions ont été très riches. Nous avons pu recueillir énormément d'avis. Bien évidemment, en un temps aussi restreint, nous ne pouvons pas entendre tout le monde, mais je pense que tous les interlocuteurs, tous les acteurs de l'enseignement supérieur, de peu ou de loin, ont pu être auditionnés, et en soi, c'est quelque chose de positif déjà.
Cette délégation a été entre autres composée de sénateurs des 3 départements concernés, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, représentés par Jean-Étienne Antoinette, sénateur maire de Kourou. Il a été question d'un point fondamental, le budget. Il y a bien sûr des engagements de l'État pris lors de la signature de ce protocole de sortie de grève avec plus 9 postes dès cette année-ci. On voit bien que c'est insuffisant, on voit bien qu'il doit y avoir une contractualisation pluriannuelle pour accompagner, et en sachant que c'est le Parlement qui vote le budget de l'université, c'était pour moi l'occasion, étant membre, vice-président de cette commission, de dire qu'il y a urgence à concentrer également les moyens de l'État sur ce territoire de la Guyane, et en particulier au niveau de l'enseignement supérieur. L'objectif pour cette délégation était de mener une réflexion approfondie afin d'apporter des solutions qui permettront de sortir de cette crise au sein de l'UAG. Un rapport sera rendu mi-mai. Quant au projet de décret, il sera présenté la semaine prochaine. La délégation qui s'est envolée ce soir pour Paris, et notez que Christian Forestier arrive en Guyane ce week-end pour présenter le projet de décret. Souvenez-vous, il faisait partie de la mission de médiation en octobre dernier au moment de la grève à l'université. Ouvrons maintenant une page politique. Comme chaque soir, nous vous proposons un point sur les municipales. Et en ce moment même, justement, à Cayenne, Alex Wehmer présente officiellement sa candidature. Alex Wehmer qui est l'un des adversaires de la maire sortante, Marie-Laure Phinera-Horth, et qui est également son 3e adjoint. On va écouter Alex Wehmer au micro de José-Charles Nicolas. Commentaires et analyses juste après. Avec dynamisme et volonté déterminée de gagner. Tout simplement. Sur quel point fort allez-vous axer cette campagne? Sur la vérité, sur le fait que Cayenne a besoin de renouvellement, sur le fait que cette ville a besoin d'être embellie. La mer qui est devant nous, là, elle a besoin d'être vue par les citoyens de Cayenne, par tous ceux qui visitent cette ville. Elle a besoin de touristes qui l'apprécient, qui y reviennent. Elle a besoin simplement de clarté et d'avenir. Voilà, pour approfondir ce sujet, José-Charles Nicolas nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors vous arrivez tout juste de cette déclaration de candidature. Merci d'être là. On connaît à présent donc les soutiens de Marie-Laure Phinera-Horth, le PSG, Walwari, l'UDI. Qu'en est-il pour Alex Wehmer? Vous l'avez dit Claire, Alex Wehmer persiste et signe. Le match entre le maire sortant et son 3e adjoint aura bien lieu. Beaucoup plus sobre, il faut le dire, que Marie-Laure Phinera-Horth dans sa déclaration de candidature. Alex Wehmer n'ira pas pour autant seul à la bataille électorale. Si Marie-Laure a fédéré autour d'elle de la gauche classique au Parti socialiste guyanais en passant par Walwari jusqu'au centre droit de l'UDI, Alex Wehmer, lui, pourra compter sur du soutien lourd, même du soutien venant du Parti socialiste guyanais historique jusqu'à l'UMP, en passant par une fraction de la fédération locale du Parti socialiste, sans compter également certains membres de l'actuelle équipe municipale qui pourraient rejoindre l'ex-délégué aux finances. En résumé clair, l'affrontement électoral entre Marie-Laure Phinera-Horth et Alex Wehmer s'annonce beaucoup moins joué qu'on pouvait le supposer. En résumé, comme il y a 6 ans, le maire sortant sera face à un de ses adjoints, un parfum de déjà-vu. Et si l'histoire ne se répète pas, en politique en revanche, elle bégaye souvent. Alors, vous avez également une autre information à nous livrer dans la commune de Mana cette fois. Georges Patient ne sera pas seul dans la bataille. Une liste Mong s'est constituée. En effet, c'est Yatua, un ex-vice-président de la Chambre d'agriculture, qui conduira cette liste. Elle réunira bien évidemment des représentants Mong de Javoué, mais aussi des Bouchingués du quartier Charvin. Une liste d'ouverture, vous l'avez dit, issue des écarts de Mana pour contester quelque part 25 années de mandature Patient. Alors, 2 quartiers, il faut le dire, à forte réserve électorale pour donner crédit à une liste que l'on aurait tendance un peu trop facilement à qualifier de liste de témoignages. En tout cas, une réalité que devrait prendre au sérieux le maire sortant, Georges Patient, sous peine bien évidemment de grosses surprises. Et puis il a été à signaler également que c'est la première fois qu'un originaire du Laos, un Mong donc, conduira une liste à l'occasion des municipales. Et puis on vous retrouve donc dans un peu moins d'1 heure sur le plateau de Politique.Guyane avec un débat qui s'annonce musclé, on peut le dire, entre les 2 candidats de la commune de Regina. Vous faites du teasing là. Oui, Regina à l'honneur ce soir. Alors gros plan sur Regina avec ses 2 candidats forts. Michel Kwame, un sans étiquette soutenu par Pierre Lézère, et puis bien évidemment Justin Anatole, le maire sortant sans étiquette également. C'est juste après TNT, c'est aux environs de 20h40. À tout à l'heure. Merci beaucoup José, on vous suivra tout à l'heure, donc à 20h45 sur Guyane Première.
On poursuit avec du volley. La finale de la Coupe de Guyane s'est jouée hier soir au centre sportif départemental de Cayenne. Chez les dames, l'US Matoury remporte le titre face au Sport Guyanais 3-7-0. Chez les messieurs, en revanche, c'est le Sport Guyanais qui s'impose 3-7-0 face au Staff Club. Le résumé, Francky Benoît, Martial Grette. L'US Matoury est en pleine forme. Elle remporte la Coupe de Guyane pour la 14e fois d'affilée. Face au Sport Guyanais en jaune, les protégés de Raphaël Toussaint ne font pas de détails. Plus mobile et plus à droite, elle s'impose 3-7-0 face à un adversaire qui n'a pourtant pas démérité. Nous sommes très satisfaites. On a travaillé pour ça et puis on est arrivé jusqu'au bout de la Coupe de Guyane. C'est une préparation pour le reste du championnat, pour les Antilles-Guyane notamment. Donc il y a des choses à peaufiner, mais l'essentiel c'est qu'on ait gagné, qu'on travaille beaucoup plus pour donner un jeu encore plus parfait, je dirais. Aujourd'hui, voilà, on perd, mais quand même c'est avec beaucoup de bonheur et on a beaucoup de mérite. Chez les messieurs, le Sport Guyanais en noir ne fait pas de détails. Opposé au Staff Club, les coéquipiers de Gilles Blacaman réalisent un match sérieux, très appliqué. Le Sport Guyanais s'impose 3-7-0. Ça fait plaisir de gagner. On a joué en volleyball, on va dire, plutôt correct. Ce n'était pas notre meilleur jeu, mais bon, on gagne ce soir face à une équipe du staff qui a pas mal défendu. Mais on n'a pas joué notre volleyball d'habitude. Donc oui, c'est une victoire, mais pas forcément satisfait. C'est notre objectif, c'est de progresser petit à petit, de faire toujours un pas en avant, jamais deux pas en arrière, justement. Donc on bosse dur. On a 3 victoires consécutives au match retour sur le championnat. C'est déjà une victoire pour nous d'avoir arrivé en finale. On est très content d'être là. Donc bon, malheureusement, on n'a pas gagné, vu que l'équipe du sport est très compétente. Après la coupe, place maintenant au championnat. Et on termine avec les festivités du Nouvel An chinois. C'est ce soir au siège de l'association Fakiao Konso à Cayenne. Une grande fête très animée où plusieurs centaines de personnes sont attendues pour entrer pleinement dans l'année du cheval. Jean-Marc Dabreux, Séfiane Dei. L'heure est au dernier préparatif avant la soirée du Nouvel An chinois. Ce jeudi soir, l'association Fakiao Konso reçoit 500 invités pour fêter l'entrée dans la nouvelle année du cheval. Le cheval est le 7e signe zodiacal chinois et pour les Chinois il représente la réussite. La réussite pourquoi? Parce que le cheval va à la conquête des grands espaces et c'est quelqu'un de très travailleur. Effectivement quelqu'un qui travaille beaucoup a beaucoup plus de chances de réussir. Ce soir nous allons fêter la fête du printemps qui est en fait le Nouvel An chinois, la fête du Nouvel An chinois. Et donc il y aura des spectacles, donc il y aura premièrement ça va ouvrir avec les pétards qui seront là pour éloigner les mauvais esprits. Ensuite le lion va monter sur scène pour ouvrir la cérémonie. Ensuite il y aura des danses et des chants faits par les élèves de notre école chinoise. Après le serpent, place donc au cheval. Comme chaque année, la soirée sera clôturée par un grand feu d'artifice, visible depuis la place des Amandiers. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous en rappelle l'une des principales informations. Les stations-service étaient ouvertes en Guyane, puis fermées dans le courant de la journée. Résultat d'une communication désastreuse. Et pour l'heure, elles ne sont plus approvisionnées en carburant. Les gérants de stations-service sont en ce moment en assemblée générale. Nous connaîtrons la position de la Guyane dans la soirée. À suivre la météo, puis l'émission TNT à 20h45. Les candidats de la commune de Regina débattront sur le plateau de Politique.Guyane. Demain, retour de l'info, 5h en radio, 13h en télé avec Catherine Boutet. Quant à moi, je vous retrouve dès 19h. Très belle soirée à vous et à demain.